Une hausse de 50% de la demande mondiale de lithium bouscule soudain un équilibre déjà fragile au Sahel. Ce bond brutal, issu d'un marché qui ne capte que 5% de production africaine, crée un paradoxe silencieux dont les répercussions s'étendent bien au-delà des zones minières. Que révèle réellement ce décalage pour Ibrahim Traoré et jusqu'où peut-il modifier la trajectoire d'un pays placé au cœur d'une compétition stratégique accélérée? Un glissement subtil pourrait redessiner l'ordre du jeu. Dans un Sahel où chaque tension économique se transforme rapidement en pression politique, comprendre la portée réelle de cette hausse mondiale du lithium devient essentiel pour saisir les recompositions en cours. Les États de la région, longtemps cantonnés à un rôle périphérique dans les chaînes d'approvisionnement, voient soudain leur marge d'action évoluer sous l'effet d'un marché devenu vorace et d'une compétition internationale toujours plus directe. Le bénéfice principal pour le lecteur tient en 10 à 12 mots. Mieux lire les risques structurels qui conditionnent désormais la souveraineté régionale. Ce récit s'ancre donc dans une promesse claire, dévoilée, comment une dynamique présentée comme strictement minière agit en profondeur sur les institutions, les perceptions et les décisions nationales. Les réformes engagées au Burkina Faso, souvent observées à travers le prisme réducteur de l'urgence sécuritaire, prennent ici une coloration nouvelle lorsqu'on les replace dans le contexte global des ressources critiques. À travers cette lecture, il devient possible d'anticiper les points de bascule, de comprendre les signaux faibles et de percevoir les zones où se fabrique réellement le pouvoir. Un détail infime peut parfois tout faire dévier. Une bascule discrète, invisible pour quiconque ne suit que les signaux majeurs, est apparue lorsque la demande mondiale de lithium a bondi de 50% en un an. Cette poussée brutale n'a pas seulement déplacé les équilibres du marché, elle a révélé l'existence d'un écart structurel longtemps toléré et désormais impossible à ignorer. Ce nouveau cadre éclaire la position dans laquelle Ibrahim Traoré se trouve inscrit, un espace où chaque décision interne résonne simultanément sur les plans politiques, économiques et narratifs. Le Burkina Faso, souvent perçu comme une périphérie silencieuse, se retrouve projeté au cœur d'un dispositif international qui valorise autant le contrôle des ressources que celui des récits. L'Afrique ne représentant qu'environ 5% de la production mondiale de lithium, le décalage entre potentiel géologique et captation réelle de valeur crée une fragilité profonde qui devient visible dès que la demande mondiale s'emballe. Pour comprendre cette dynamique, il faut revenir aux strates anciennes du système sahélien durant des décennies. Les chaînes d'approvisionnement internationales ont capté l'essentiel de la valeur, tandis que les États producteurs ne conservaient qu'une fraction marginale des bénéfices. Ce déséquilibre, devenu architecture implicite, structurait les relations diplomatiques autant que les stratégies économiques. Lorsque les autorités burkinabées ont réorienté la gestion institutionnelle vers des structures locales, cette ossature héritée s'est fissurée, exposant des tensions accumulées sous la surface. Sur le terrain, deux mouvements parallèles témoignent de cette recomposition d'un côté. Une réaffirmation administrative qui redonne un rôle central aux gestionnaires locaux. De l'autre, une intensification de la rivalité autour des zones frontalières, riches en minéraux critiques. Dans ces espaces où se superposent intérêts militaires, ambitions économiques et stratégies d'influence, la moindre décision nationale devient un signal interprété bien au-delà du pays. Ce dévoilement progressif referme la première dette de curiosité. Le décalage initial n'était pas un détail technique, mais la première brèche d'un système trop longtemps stabilisé par l'inertie. Les premiers signes tangibles de la transition ne sont pas apparus dans les discours officiels, mais dans les bureaux sobres où de jeunes administrateurs burkinabés ont redécouvert un rôle qu'ils pensaient figé depuis longtemps. Habitués à appliquer des procédures définies ailleurs, ils voient,
Soudain, leurs marges d'initiative s'élargirent, leurs responsabilités s'affirmer, leurs décisions prendre un poids inattendu dans une architecture institutionnelle en recomposition. Cette évolution paraît modeste de l'extérieur, pourtant elle restructure silencieusement la manière dont les institutions locales interprètent leur mission. Plus au nord, les équipes de civils impliquées dans la surveillance territoriale perçoivent elles aussi un changement subtil. Là où prévalait l'hésitation et la dépendance envers des cadres externes, une légitimité nouvelle accompagne désormais les décisions venues du centre. Tensions autour des zones frontalières riches en ressources critiques ne disparaissent pas, mais la lecture institutionnelle s'ajuste. Les acteurs locaux identifient mieux leurs leviers, comprennent davantage leur place dans un environnement où sécurité et économie se chevauchent. Ces trajectoires parallèles montrent comment un ajustement administratif présenté comme technique peut réorganiser les interactions quotidiennes entre responsables locaux, autorités centrales et influences extérieures. Les individus ne se perçoivent peut-être plus comme de simples exécutants, mais comme des relais structurants d'une dynamique plus vaste. La transition cesse alors d'être une abstraction, elle prend forme à travers leurs choix, leurs doutes, leurs gestes répétés chaque jour. Avant la décision administrative, le paysage institutionnel semblait stable. Après cet acte, tout se met à vibrer différemment. Le contraste est net, presque brutal. Le déclencheur paraît minime, la dissolution d'un organe électoral financé de l'extérieur. Geste simple, forme technique, temporalité précise. Mais, placé dans un moment où la demande mondiale de lithium bondit de 50%, il devient un signal, un message sans apparat, une rupture silencieuse qui modifie les interprétations. Rien d'explosif. Pourtant, tout s'aligne autrement. Les premières réactions proviennent de l'extérieur, rapides, prévisibles. Les chancelleries s'empressent de commenter. Les médias internationaux cadrent l'événement en quelques heures. Dérive, instabilité, inquiétude régionale. Les analyses se succèdent, un récit se fige. Une grille de lecture se solidifie. La narration extérieure crée un plafond, un prisme unique, aucune nuance, pas de respiration. Sur le terrain, la perception diverge. Les administrations locales lisent ce geste autrement. Elles y voient un recentrage, une tentative de redonner cohérence au processus institutionnel, un repositionnement plutôt qu'une rupture. Le climat change, les responsabilités se déplacent, les marges se redéfinissent. L'effet est discret mais réel. Une couche d'interprétation se transforme. La tension monte lorsqu'une seconde dynamique se superpose la pression autour des zones frontalières riches en minéraux critiques. Bougouni devient un point nerveux, un espace où militaires maliens, groupes armés et réseaux économiques se croisent. Chaque mouvement compte, chaque intervention résonne. Tout devient un indice, tout devient signal d'un rapport de force mouvant. Là, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans la séquence, non par un geste spectaculaire, mais par l'effet produit. Chaque décision venue du centre est scrutée, amplifiée, interprétée. Dans ces zones sensibles, la moindre modification administrative agit comme un écho géopolitique. Un déplacement millimétré peut créer un réajustement plus large. Le pays se retrouve au centre d'une triangulation où sécurité, ressources et récits concourent. Le point haut apparaît lorsque les deux narrations extérieures et intérieures s'affrontent. L'une projette une grille stable, inquiétude démocratique, fragilisation institutionnelle, risque régional. L'autre se construit autour d'une recherche de souverainisation du processus décisionnel. Le conflit n'est pas visible, pas frontal, mais profond. Deux interprétations se collisionnent
sans se rencontrer. Deux cadres se superposent sans se fusionner. La résonance s'installe ensuite, plus lente, plus diffuse. Les institutions internationales réévaluent leurs partenariats. Les acteurs économiques réexaminent leur modèle d'investissement. Les diplomates ajustent leurs discours. Les organisations régionales analysent les effets possibles sur leurs propres équilibres. Chaque acteur reformate ses priorités. Le geste initial déclenche une onde qui se propage au-delà de son cadre local. Dans les communautés, un autre effet émerge. Une densité nouvelle envahit les débats, une conscience accrue des marges d'action internes. Les citoyens observent les tensions extérieures, mais perçoivent aussi des possibilités. La transition cesse d'être purement institutionnelle. Elle devient une arène où les équilibres peuvent être redéfinis. L'événement se clôt sans explosion, mais avec une transformation profonde, une recomposition silencieuse, une mutation du cadre narratif et stratégique, une dynamique qui, une fois lancée, ne revient plus en arrière. La transition s'éclaire dès l'ouverture d'un simple rapport baseline-delta, une demande mondiale de lithium, qui bondit de 50% en un an, créant un écart brutal entre besoins industriels et capacité réelle du continent. Ce delta massif agit comme un révélateur silencieux, exposant des vulnérabilités longtemps dissimulées derrière des cadres narratifs stabilisés. Deux lectures coexistent alors, l'une axée sur la rareté, l'autre sur la dépendance structurelle. Premier repère, 50% de demande mondiale de lithium en 12 mois. Cette hausse exprime un déplacement rapide du centre de gravité géoéconomique. Phrase explicative 10-12 émotet. Ce bond désorganise les équilibres existants et amplifie chaque tension institutionnelle régionale. Ce chiffre n'est pas seulement spectaculaire, il restructure les priorités, redéfinit les zones de compétition et renforce la valeur stratégique des régions disposant de minéraux critiques. Lorsque la demande augmente plus vite que la capacité de production, l'information circule, les marchés s'agitent, les stratégies d'influence se réorganisent. Dans le Sahel, cet écart se manifeste immédiatement dans les espaces frontaliers où sécurité et extraction se chevauchent. Deuxième repère, l'Afrique ne produit qu'environ 5% du lithium mondial. Cette disproportion révèle une faiblesse systémique dans la captation de valeur. Phrase explicative, 10-12 mots. L'écart entre potentiel géologique et puissance industrielle crée une dépendance durable. Ce chiffre, plus discret que le premier, porte pourtant une force analytique majeure. Il montre que le continent reste au bord du système sans maîtriser les étapes essentielles de transformation. Les chaînes de valeur se déploient ailleurs. La marge de négociation demeure réduite. Dans ce contexte, chaque décision politique interne acquiert une portée géoéconomique plus large, car elle se heurte à une infrastructure mondiale qui préserve ses propres avantages. Troisième repère, près de 200 milliards de dollars de ressources brutes quittent en chaque année le continent. Ce flux massif illustre une perte chronique de valeur locale. Phrase explicative, 10-12 mots. Cette extraction continue affaiblit les économies nationales et nourrit des tensions persistantes. Ce troisième repère complète les deux précédents. Il relie l'explosion de la demande mondiale à la faible production africaine et à la fuite massive de valeur. Ensemble, ils dessinent une dynamique cohérente. La tension actuelle n'est pas nouvelle. Elle atteint seulement un seuil où ses effets deviennent visibles, mesurables, indéniables. Dans les zones frontalières du Mali, cet ensemble économique abstrait prend forme concrète. Les secteurs médium, les secteurs riches en minéraux critiques deviennent des terrains de confrontation où ambitions économiques, calculs sécuritaires et récits extérieurs s'entremêlent.
Les forces maliennes affrontent des groupes armés près de gisements stratégiques. Les acteurs économiques réévaluent leurs investissements. Les diplomates ajustent leurs messages. Chaque geste compte, chaque absence aussi. La scène burkinabé s'inscrit pleinement dans ce cadre. L'enjeu ne réside pas uniquement dans la maîtrise des ressources, mais dans la compréhension du système qui les encadre. Les données, présentées comme neutres, exposent de la profondeur des dépendances et le caractère structurel des tensions actuelles. À ce stade, la transition nationale ne peut être analysée sans ces trois repères. Ils constituent la matrice à partir de laquelle se construisent les arbitrages, les craintes, les opportunités et les récits concurrents. L'un des arguments les plus solidement établis dans les analyses extérieures affirme que la présence internationale constitue un rempart indispensable contre l'instabilité sahélienne. Selon cette position, les dispositifs militaires occidentaux, les programmes institutionnels financés de l'étranger et les partenariats sécuritaires forment une architecture protectrice que les structures locales ne pourraient assumer seules. Les partisans de cette approche soulignent la technicité des opérations, l'importance logistique des réseaux d'approvisionnement et la complexité des groupes armés actifs entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Pour eux, toute remise en cause de ces mécanismes équivaut à amplifier les fragilités régionales. Un argument inverse, souvent relayé sur le continent africain, repose sur une autre lecture et la longue présence extérieure n'a pas stabilisé durablement la région, mais a renforcé une dépendance politique, économique et narrative. Selon cette perspective, les dispositifs institutionnels sponsorisés par l'extérieur prolongent un cadre hérité de la période coloniale, maintenant les États africains dans une position subalterne. La concurrence autour des zones frontalières riches en minéraux critiques, notamment au nord du Burkina Faso et dans plusieurs secteurs maliens, alimente cette interprétation. Pour ces voix, la sécurité semble parfois répondre davantage à des intérêts stratégiques internationaux qu'aux besoins locaux. Pour formuler une réponse solide à ces deux visions, il faut revenir aux données structurantes. La hausse de 50% de la demande mondiale de lithium montre que la compétition géoéconomique ne peut être dissociée des dynamiques sécuritaires. Le faible niveau de production africaine, limité à environ 5%, révèle une dépendance industrielle qui affaiblit la capacité des États à négocier leurs propres priorités. Enfin, le départ annuel de près de 200 milliards de dollars de ressources brutes indique que la valeur quitte le continent bien plus vite qu'elle ne s'y consolide. Ces chiffres mettent en lumière une réalité moins polarisée. La question n'oppose pas seulement présence ou absence d'acteurs extérieurs. Elle renvoyait plutôt à la capacité effective des institutions sahéliennes à définir les conditions de leur stabilité et à s'inscrire dans un système mondial qui ne leur accorde pas encore un rôle légal. Ce basculement ne surgit pas dans un moment spectaculaire, mais dans une fissure progressive du cadre interprétatif longtemps dominant. À mesure que les discours sahéliens gagnent en cohérence, les récits extérieurs autrefois hégémoniques perdent leur évidence. Les signaux faibles se multiplient, des prises de parole plus affirmées, des positionnements institutionnels plus cohérents, une capacité nouvelle à articuler souveraineté et ressources critiques. Dans cet espace mouvant, Ibrahim Traoré devient un repère involontaire. Non parce qu'il impose un récit unique, mais parce que les transformations institutionnelles qu'il incarne obligent les observateurs internationaux à revoir leur schéma d'analyse. Une décision administrative, un ajustement interne, une modification de gouvernance suffisent à déplacer l'axe d'interprétation. Les perceptions se réorganisent, les certitudes se fissurent, les cadres anciens se fragilisent. Ce midpoint révèle ainsi une dynamique essentielle. Ce ne sont plus les acteurs extérieurs qui déterminent le sens des événements, mais les trajectoires internes qui en dictent désormais la lecture.
Lorsque ce renversement s'installe, alliances, discours diplomatiques et anticipation stratégique doivent être reconfigurés. Une question s'ouvre alors discrète mais structurante sur la nature réelle du pouvoir narratif dans un Sahel en recomposition. Les réajustements institutionnels engagés au Burkina Faso n'ont pas produit d'effets spectaculaires immédiats, mais leurs répercussions se déploient progressivement à travers 4 cercles national, diaspora, régional et international. Chaque cercle révèle un pan distinct de la transformation en cours, amplifié par les tensions autour des ressources critiques et par la recomposition narrative déclenchée au moment où les cadres extérieurs ont tenté d'imposer leur lecture. Pour les citoyens burkinabés, dans les localités rurales comme dans les centres urbains, l'idée d'un contrôle accru des ressources gagne en légitimité. Les décisions administratives ne sont plus perçues comme de simples ajustements techniques, mais comme les premières étapes d'un repositionnement plus profond. Les populations observent les tensions extérieures tout en identifiant davantage les marges d'action interne. Cette perception renouvelée renforce un sentiment d'appropriation institutionnelle, même si des interrogations persistant sur la capacité de l'État à stabiliser durablement les zones sensibles. Les débats publics s'épaississent et la perspective d'une gouvernance plus ancrée localement semble moins abstraite qu'auparavant. Pour la diaspora burkinabé, située à l'intersection de plusieurs récits, la diaspora occupe une position cruciale. Une partie y voit un rééquilibrage nécessaire après des décennies de dépendance économique et narrative. Une autre s'inquiète d'éventuelles tensions diplomatiques pouvant affecter mobilité, opportunités et investissements. Ce double regard confère à la diaspora un rôle de médiation. Elle nuance, contextualise, explique. Elle contribue ainsi à complexifier les interprétations extérieures, en rappelant que les choix nationaux ne peuvent être compris qu'en les replaçant dans les architectures historiques qui ont façonné la région. Pour les pays voisins du Sahel, les États confrontés à des dynamiques similaires observent attentivement les évolutions burkinabées. Les, les tensions persistantes dans les zones frontalières maliennes, notamment autour de secteurs stratégiques, illustrent l'imbrication entre sécurité, ressources minières et influences extérieures. Certains gouvernements envisagent d'adapter leur propre modèle institutionnel pour renforcer la maîtrise des ressources naturelles. La trajectoire associée à Ibrahim Traoré circule donc comme un signal à la fois inspirant et dérangeant, selon les acteurs, un modèle possible, un risque potentiel, un précédent à examiner. Pour les acteurs internationaux, les puissances extérieures, habituées à des schémas d'influence bien établis, doivent réévaluer leur position. Les entreprises engagées dans les chaînes industrielles du lithium interrogent les conditions d'accès aux zones critiques. Les institutions internationales ajustent leurs discours, modifiant leurs priorités et réexaminent leurs partenariats. Dans cette recomposition, la figure d'Ibrahim Traoré devient un repère structurant non comme symbole unique, mais comme point de convergence où se croisent ambitions nationales, stratégies régionales et intérêts mondiaux. Dans ces 4 espaces, un même constat émerge: la séquence engagée dépasse largement le cadre initial. Chaque acteur, selon sa place, perçoit un paysage en transformation où les récits se déplacent lentement mais sûrement. À mesure que les tensions institutionnelles, économiques et géopolitiques se stabilisent ou s'aiguisent, 3 trajectoires cohérentes peuvent être envisagées pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne cherchent pas à prédire, mais à structurer les possibles autour des variables qui pèsent réellement: contrôle des ressources critiques, solidité administrative, réaction extérieure et dynamique frontalière.
Scénario 1. Rééquilibrage prudent. Les autorités poursuivent la recentralisation institutionnelle tout en maintenant des canaux diplomatiques suffisamment ouverts pour éviter une escalade inutile. Les partenaires internationaux adoptent une posture d'observation, ajustant leurs interprétations sans modifier brusquement leurs engagements. Les, les tensions frontalières restent élevées mais contenues, tandis que les investissements ne progressent pas franchement sans s'effondrer. Dans cette configuration, le pays consolide lentement ses structures internes, gagne en autonomie narrative, mais demeure exposé au moindre incident régional. Ce scénario repose sur un maintien fragile des équilibres acquis. Scénario 2. Trajectoire optimiste. Le repositionnement burkinabé inspire d'autres États sahéliens, amorçant une dynamique régionale fondée sur la souveraineté économique et institutionnelle. Les administrations locales gagnent en efficacité. Les accords miniers sont renégociés sur des bases plus équilibrées et la coordination sécuritaire entre pays voisins se renforce. Les tensions frontalières diminuent progressivement, permettant une recomposition plus stable des priorités nationales. Dans certaines zones rurales comme dans certains secteurs urbains, des améliorations tangibles apparaissent. Le pays s'affirme alors comme un acteur plus influent dans les discussions sahéliennes. Scénario 3. Pression accrue. Plusieurs puissances extérieures renforcent leurs interventions économiques, diplomatiques ou sécuritaires, craignant une remise en cause de leurs intérêts stratégiques. Les zones minières maliennes deviennent des points de friction majeurs, augmentant le risque de dérapage militaire. Les investissements internationaux se contractent rapidement, fragilisant les équilibres sociaux internes. Les récits extérieurs se durcissent, accentuant la perception d'isolement et réduisant la marge de négociation des autorités. Ce scénario enferme la transition dans un environnement hostile où chaque décision peut amplifier les tensions existantes. Ces trois, ces trois trajectoires dessinent un éventail crédible de futurs possibles. Pour le lecteur, la posture mentale la plus utile consiste à analyser non ce qui est souhaitable, mais ce qui est conditionnel, comprendre quelles interactions précises produisent tel ou tel mouvement. La clé réside dans la capacité des institutions à transformer une dynamique fragile en horizon durable, malgré un environnement extérieur incertain. Les recompositions en cours dans le Sahel, souvent décrites à travers des chiffres ou des dynamiques géopolitiques, trouvent aussi un écho plus intime dans l'expérience de celles et ceux qui observent ces transformations à distance ou les vivent de l'intérieur. Pour les citoyens africains, les réformes engagées au Burkina Faso invitent à repenser la relation entre institutions et population. Le recentrage des décisions internes ouvre la possibilité de modèles de gouvernance moins dépendants, plus adaptés aux réalités locales. Cette perspective donne à certains un nouvel espace d'engagement civique, tandis que d'autres s'interrogent sur la capacité réelle des structures nationales à résister aux pressions extérieures. Pour la diaspora burkinabé, souvent placée au croisement de récits contradictoires, la situation suscite un mélange d'espoir et de prudence. D'un côté, elle perçoit un rééquilibrage nécessaire après des décennies de dépendance politique et économique. De l'autre, elle redoute les répercussions d'un durcissement diplomatique ou sécuritaire pouvant affecter mobilité, projets ou investissements. Cette tension lui confère un rôle singulier, celui de médiatrice capable d'expliquer, de nuancer, de contextualiser. À travers ces voies se construit un pont entre perception locale et lectures internationales. Pour les lecteurs extérieurs, habitués à des représentations figées du Sahel, ces évolutions constituant une invitation à réévaluer des notions souvent considérées comme acquises: stabilité, souveraineté, partenariat, sécurité.
Les dynamiques observées montrent que les trajectoires africaines ne peuvent plus être lues uniquement à travers les cadres d'analyse extérieure. Elles obligent à reconnaître l'existence d'une transformation structurelle portée autant par les institutions que par les acteurs locaux. Dans cet ensemble, une question demeure: comment chacun, selon sa place, peut-il ajuster son regard pour saisir la complexité d'une région en recomposition profonde? Stabiliser une transition fragile exige plus qu'un volontarisme politique, il faut une architecture d'action capable de réduire les pressions extérieures tout en renforçant la cohérence interne. Dans cette séquence délicate, la position d'Ibrahim Traoré sert moins de figure centrale que de point d'appui permettant d'ordonner les priorités. 5 leviers structurent cette trajectoire et définissent ce que les institutions peuvent faire, à quel rythme et selon quels critères de réussite. Consolider la gouvernance locale, redéployer les circuits administratifs vers des structures de proximité, identifier des relais territoriaux capables d'assumer des responsabilités élargies, mesurer la progression par la rapidité de mise en œuvre et la qualité des décisions produites, sécuriser les zones sensibles, renforcer la coordination interne dans les espaces frontaliers où s'entrecroisent enjeux militaires, miniers et narratifs, évaluer les résultats par la réduction des incidents et par la fluidité des transmissions d'informations, rééquilibrer les partenariats économiques, renégocier les accords liés aux matières premières afin d'augmenter la part de valeur ajoutée locale, suivre l'évolution grâce à des indicateurs simples: volume transformé localement, marge captée, diversification des partenaires, unifier le récit national, clarifier les objectifs internes et formuler une stratégie narrative cohérente, réduire les zones d'ambiguïté pour éviter que les récits extérieurs ne façonnent l'interprétation des événements. Le succès se mesure à la cohérence institutionnelle et à la stabilité des messages. Consolider les alliances régionales, coordonner les politiques avec les pays voisins, partager les renseignements et harmoniser les priorités stratégiques. Évaluer ce levier par la régularité des mécanismes de coopération et par l'impact sur les zones frontalières. Ensemble, ces 5 étapes offrent un cadre d'action qui transforme une dynamique précaire en trajectoire durable. Au cœur de cette transition se trouve un détail longtemps passé sous silence: les jeunes administrateurs et les équipes civiles qui, dès les premiers ajustements institutionnels, ont porté sans éclat les fondations d'un changement plus profond. Leur engagement quotidien, discret mais constant, forme la trame humaine reliant chaque étape de la séquence politique observée. C'est dans ces gestes modestes que les intentions prennent corps, que les structures se maintiennent, que la continuité se fabrique malgré les tensions extérieures. Ce motif apparu au début du récit revient ici comme un écho final. Il rappelle que toute transformation durable repose moins sur les déclarations que sur les pratiques silencieuses de celles et ceux qui incarnent l'État au plus près des réalités locales. Dans ce paysage en recomposition, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un moteur isolé, mais comme un point de convergence où se rencontrent aspirations collectives, responsabilités institutionnelles et volontés individuelles. Lorsque le tumulte s'apaise, une certitude demeure: les trajectoires nationales ne tiennent que grâce à celles et ceux qui, loin des projecteurs, donnent consistance à la transition. Leur persévérance porte la véritable profondeur du changement. Au terme de ce parcours, une idée s'impose: les transformations à l'œuvre dans le Sahel dépassent les seuls enjeux géopolitiques ou économiques. Elle renvoie à une question plus vaste, partagée par de nombreuses sociétés: comment redéfinir la place des peuples dans l'histoire qui se construit autour d'eux? Chaque décision observée au Burkina Faso résonne avec des débats présents ailleurs, qu'il s'agisse de souveraineté, de justice économique ou de maîtrise des ressources stratégiques. Dans cette
espace de résonance élargi, votre regard peut devenir un élément actif, non pour trancher, mais pour nourrir une conversation où la compréhension l'emporte sur la confrontation. Partager ce récit, l'examiner sous d'autres angles, le mettre en dialogue avec d'autres expériences, contribue déjà à élargir le champ des perspectives possibles. Les trajectoires ne sont jamais figées, elles se transforment au rythme des échanges, des interrogations et des lectures